Bonjour. Est-ce que la traduction fonctionne? Pouvez-vous faire un essai de façon à ce que tout le monde s'assure que tout fonctionne? It's OK? Parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons notre premier panel dédié à des officiers en responsabilité opérationnelle aujourd'hui dans les domaines de conflictualité. Et la première table ronde que nous avons dans ce domaine sont une table ronde sur le fait aérien, sur la troisième dimension, sur que signifie la situation de conflictualité qui croît autour de nous pour des officiers généraux en responsabilité dans ce domaine pour à la fois conduire les opérations et préparer surtout une éventuelle guerre aérienne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces officiers? Et j'ai autour de moi le général, Major General Osama Abbas, qui est un pilote d'hélicoptère Apache et qui est Commander of the 119th Air Division of the Egyptian Force. À ses côtés, le Major Général Andrea Argieri, ancien pilote de F-16 et de F-35, qui est le Chief of the Italian Air Force Operational Command. À ses côtés, le Major Général Panagiotis Georgakopoulos, qui est Director of the Organization Programming of Armament, Armament Program, branch of the Hellenic Air Force General Staff. Et enfin, à ma droite, le Major Général Philippe Morales, qui est le Major Général de l'armée de l'air et de l'espace française. Donc un Égyptien, un Italien, un Grec, un Français, un panel très large de situations opérationnelles, de situations stratégiques et de situations en termes de sécurité et de combat aérienne, des perspectives totalement différentes, et c'est ça qui est le plus intéressant. Gentlemen, I will let the floor to... Je vais vous donner la parole, Général Osama, pour nous donner votre point de vue sur les questions de sécurité aérienne dans votre pays. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous et bien sûr les organisateurs qui m'ont permis de m'adresser à vous aujourd'hui avec toutes ces représentants tout à fait distingués et pour discuter de la situation en Méditerranée. Je vais commencer d'abord par quelques mots sur les défis que nous devons relever dans la zone méditerranéenne, tels que perçus par les forces aériennes égyptiennes, nos préparations en Égypte pour en fait relever ces défis. Au cours de l'histoire, comme vous savez, l'aviation a joué un rôle vital donc dans l'économie et la sécurité d'Égypte. Vous savez, nous avons une longue côte le long de la Méditerranée et ceci nous donne un certain nombre de défis. Ces défis comprennent des aspects environnementaux, politiques, économiques et de sécurité qui nécessitent une planification stratégique et une coopération internationale. Ces défis peuvent être décrits comme suit: changement climatique, pollution environnementale, immigration illégale, trafic d'armes et de stupéfiants et la lutte pour les ressources naturelles. Comment les forces aériennes égyptiennes sont-elles utilisées pour traiter ces urgences? Tout d'abord, pour combattre les trafics et l'immigration illégale, la force aérienne égyptienne contrôle les frontières maritimes et terrestres, et particulièrement pour combattre la contrebande et l'immigration illégale. Ces efforts sont essentiels pour la sécurité nationale, pour assurer la sécurité des frontières et combattre le crime organisé. La force aérienne égyptienne utilise des technologies avancées pour surveiller les aspects maritimes et terrestres, reconnaissance aérienne
ainsi que surveillance aérienne continue pour suivre les activités illégales telles que les contrebandes transfrontières pour détecter les activités suspicieuses. Et donc, la force aérienne égyptienne joue un rôle essentiel pour une réponse de STAPID, intervention rapide, donc qui pourront permettre d'éviter, bien sûr, les tentatives de contrebande ou d'immigration illégale. Les forces aériennes collaborent avec les forces terrestres et maritimes pour arriver à des coordinations efficaces et une coopération dans ces luttes. Ces collaborations permettent d'avoir de meilleurs résultats. Les forces armées égyptiennes utilisent les dernières technologies pour, bien sûr, assurer l'ensemble de ces tâches de surveillance de la contrebande ou d'immigration illégale. Donc, nous avons des radars, notamment aéroportés, et des systèmes de télédétection des recherches et secours. Dans les activités de recherche et secours en mer Méditerranée, par exemple, ceci est bien sûr qu'on a une région, comme vous savez, stratégique et significative. Historiquement, nous voulons sauver des vies et bien sûr pour détecter les gens et les avoirs en mer. Grâce à la surveillance et aux réponses rapides, à avoir d'abord les équipes de secours en utilisant notamment des technologies avancées et la collaboration avec les organisations de secours maritimes et en améliorant bien sûr la formation et la préparation. Il faut bien sûr préserver les intérêts économiques de pays dans la zone méditerranéenne et nous protégeons également les ressources énergétiques. L'Égypte dispose de ressources énergétiques suffisantes en des réserves de gaz et de pétrole en Méditerranée, mais ces ressources sont essentielles pour la sécurité énergétique du pays, son stabilité économique. Les forces aériennes égyptiennes assurent des missions de surveillance pour éviter toutes les attaques potentielles sur nos infrastructures offshore et pour assurer notre production et nos exports. Nous voulons également assurer les voies maritimes de commerce. Et donc, comme vous savez, l'Égypte est est un passage vital qui connecte l'Europe à l'Asie. Et les forces aériennes égyptiennes assurent la surveillance et une présente le long de la côte, et ceci permet d'assurer ces droits maritimes de circulation maritime et pour, bien sûr, assurer la libre circulation des marchandises. Et bien sûr, nous répondons à des menaces environnementales. La Méditerranée est confrontée à des problèmes environnementaux, la pollution, les marées noires, et donc nos capacités sont essentielles pour arriver à minimiser l'impact de tels incidents, pour détecter également, pour protéger les écosystèmes marins et préserver les zones côtières. Le contre-terrorisme et la sécurité mondiale. Donc, nous avons ces menaces de sécurité dans la péninsule du Sinaï et le long de la côte méditerranéenne. Les forces aériennes assurent de la surveillance et des actions de contre-terrorisme pour assurer la stabilité dans cette zone, ce qui est vital pour des activités économiques et pour les investissements dans la région. La force aérienne égyptienne est un composant essentiel des forces aériennes égyptiennes pour protéger ses intérêts économiques en Méditerranée en assurant les ressources énergétiques, les voies commerciales et répondre aux menaces environnementales. La force aérienne égyptienne a un rôle à multifacettes pour assurer la stabilité et la prospérité du pays et de la région méditerranéenne. Sa vigilance continue et ses capacités restent essentielles puisque nous voulons mettre en œuvre notre potentiel stratégique dans cette mer stratégique essentielle. Merci. General Andrea Algeri. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est un grand honneur et un privilège de faire partie de ce panel prestigieux et d'avoir la possibilité de parler de deux choses. D'abord, ce que nous adorons, le travail que nous faisons. Je suis dans les forces aériennes et dans
bien sûr, une grande opportunité pour nous et des recommandations. Et bravo d'avoir organisé cette manifestation. On a vu déjà dans le premier panel que toutes les thèmes les plus importants ont été posés sur la table de façon très ouverte et franque, ce qui est l'objectif de ce dialogue. Merci à tous merci pour votre invitation. Je pense que nous allons entendre beaucoup de choses et on a déjà entendu de façon brillante le propos de mon collègue égyptien. Mais quels sont les rôles typiques ou les défis classiques ou les différentes facettes de l'utilisation de la puissance aérienne et particulièrement dans cette zone géographique et ce contexte géographique de la Méditerranée? En tant que force aérienne italienne, nous sommes bien sûr dans une grande dimension de la défense italienne. Nous savons, du fait de nos positions géographiques, nous savons. Et nous sommes vraiment au milieu, nord et sud, est, ouest, des caractéristiques typiques historiques du pouvoir aérien, donc à savoir la portée, la vitesse. Et je peux vous dire que grâce à des exercices quotidiens que nous effectuons, que nous menons, nous pouvons atteindre aux limites est, Chypre, et à l'ouest et vers l'ouest également. Donc nous commençons avec, bien sûr, la plupart du temps, avec nos propres bases aériennes. Nous travaillons avec nos collègues égyptiens également. Et encore une fois, ceci explique beaucoup les points communs de nos frontières côtières. Donc, nous allons, on suppose, dans les 2 jours à venir, entendre parler des caractéristiques typiques des États côtiers de la Méditerranée. Et ce que l'on va certainement beaucoup entendre, c'est la question par les États qui ne sont pas des États côtiers, mais qui sont fortement influencés par ce qui se passe, en fait, en Méditerranée et par le biais de la Méditerranée sous et au-dessus de la Méditerranée. Et ces 3 espaces géographiques sont des espaces où les forces aériennes ont des caractéristiques pertinentes pour être employées et pour apporter une différence en termes de sécurité et de défense de nos populations. Je pense qu'il est important de bien comprendre que, mis à part les caractéristiques géographiques et l'adaptation de la structure de nos forces aériennes à cette fin, ce n'est pas simplement bidimensionnel, ce n'est pas simplement... il y a une 3e dimension, comme vous le savez, celle que nous utilisons pour nos aéronefs, que ce soit de la reconnaissance, recherche et secours, patrouille, défense aérienne. Mais il y a également les aspects sociaux et contemporains. Et notamment, on a parlé des conflits en cours actuellement autour de la Méditerranée et dans la Méditerranée. C'est un espace géographique, mais c'est également un espace social et contemporain. Et tout ceci est immergé profondément dans un environnement d'information dont nous avons parlé dans le premier panel. Donc, on parle d'information. Il faut bien comprendre que les anciennes visions du pouvoir aérien et des différents domaines, ou le domaine, en fait, du pouvoir aérien ou du contrôle de l'espace aérien, tout ceci doit être couplé avec les réalités actuelles, à savoir les données et l'information. Donc l'adaptation qui était déjà en cours, et nous y travaillons de façon active pour rester bien sûr à la pointe de la technologie, c'est de permettre à nos forces de fonctionner dans un système d'information spatiale très rempli, donc presque embouteillé. Donc pour moi, c'est un état d'esprit. Je voudrais remercier tous les jeunes gens qui sont dans le public parce qu'ils sont le futur pour nous. On leur parle, on discute avec eux. C'est notre futur. Ils sont notre futur. Et même pour nous, en tant que force aérienne italienne, nous célébrons cette année 100 ans d'histoire en termes de force aérienne italienne. Et ça nous donne la possibilité de redécouvrir notre histoire, mais en même temps, ça nous permet de regarder les 100 ans à venir également, qui sont
qui sont les jeunes gens devant nous ici. Je vais m'arrêter là, tout simplement parce que nous aurons la possibilité d'en discuter un peu plus sur les aspects tactiques et opérationnels dans les questions à venir. Merci, Général. Général George Gakopoulos. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis le major général Panagiotis Jokope, responsable des forces aériennes helléniques. Et c'est un honneur de vous faire part de mes idées devant un tel auditoire concernant le sujet de l'application des puissances aériennes et spatiales en Méditerranée. Depuis 3 décennies, le pouvoir aérien et spatial joue un rôle de plus en plus important dans la sécurité nationale, dans les relations internationales et dans les combats. Cette puissance aérienne nous permet de déterminer les volontés en projetant la puissance militaire depuis les espaces aériens et dans l'espace aérien, comme ceci a été démontré pour les guerres et les crises à venir. Les commandants militaires ont compris que les opérations réussies sont pratiquement impossibles sans l'utilisation élargie du pouvoir aérien, de la puissance aérienne. Les diplomates impliqués dans la résolution de conflits comprennent que les menaces de la puissance aérienne offrent beaucoup d'avantages dans certaines négociations. Et le pouvoir aérien et spatial donne le contrôle critique de l'air, de l'espace aérien, assure l'accès à toutes les capacités militaires nécessaires pour maintenir la sécurité, la stabilité et la prospérité. Les forces aériennes et spatiales sont les premiers à répondre en cas d'hostilité et d'agression. Et donc, ils donnent également une marge de manœuvre pour toutes les autres forces armées qui seront déployées en cas de combat. Ce n'est pas toujours l'acteur principal, mais ceci permet néanmoins à tous les autres acteurs des forces armées d'avoir un effet cinématique ou pour permettre avec des forces multicomposantes d'agir. Le pouvoir aérien et spatial dans les bonnes circonstances peut être décisif et critique pour déterminer les résultats de conflits. La région méditerranéenne réémerge comme dans l'intérêt géopolitique moderne. C'est une des zones les plus militarisées du monde. C'est une position qui est sur les connexions entre plusieurs continents en termes d'énergie et de commerce. Donc, bien sûr, la découverte récente de réserves hydrocarbures, bien sûr, a augmenté la tension et bien sûr, il faut arriver avec un nouvel environnement stable, mais avec beaucoup de menaces. Beaucoup d'acteurs sont impliqués de plus en plus pour avoir plus d'influence et produire des résultats souhaités. Les conflits syriens et libyens, les opérations israéliennes à Gaza, le fait qu'il y a du terrorisme existant, les immigrations illégales, le trafic humain, les défis de sécurité qui déstabilisent notre région. Et dans cet environnement de sécurité complexe, il est nécessaire d'avoir une prise de conscience et une rapide prise de décision basée sur des bonnes ressources et sur une bonne formation pour des capacités de réaction et de projection. Ces solutions ne peuvent être assurées de façon efficiente seulement par la puissance aérienne et spatiale. Les caractéristiques fondamentales de la puissance aérienne et spatiale sont l'exploitation d'agilité, de haute vitesse, d'ubiquité et de consultation et de surveillance pour faciliter, bien sûr, la coaction des pouvoirs, le contrôle de l'espace aérien, l'attaque, la surveillance, l'intelligence, la mobilité et la commande et contrôle. Tout d'abord, le contrôle, bien sûr, il faut maintenir le contrôle de l'espace aérien. Donc, c'est la raison d'être de toute force aérienne. Même si, après 2 décennies, donc, de guerre en Afghanistan, en Irak et la lutte contre l'ISIS, l'État islamique. Donc, bien sûr, les opposants n'avaient pas de capacité à se battre contre nos forces aériennes. Ces missions sont toujours en force. Donc, bien sûr,
contrôler les opérations aériennes parce que, bien sûr, ça va être important dans les domaines. Bien sûr, ça va permettre de protéger les États nationaux de diverses menaces. Pour, bien sûr, il faut empêcher toute forme d'agression tout en défendant nos intérêts. Bien sûr, assurer la supériorité aérienne dans la zone méditerranéenne. Ceci, bien sûr, nous permet d'exploiter les forces pour différentes raisons et pour assurer la sécurité des sols, des forces au sol et des forces maritimes. Et donc, la reconnaissance aérienne a été le premier rôle de l'aviation militaire. Maintenant, ceci reste crucial à la fois pour les commandants militaires, mais également pour les diplomates et les politiques. L'air et l'espace, bien sûr, s'ajoutent bien sûr aux aviations de reconnaissance depuis plusieurs décennies. Les radars aériens, maintenant, sont tellement importants qu'aucune armée aujourd'hui ne peut fonctionner sans eux. De la même manière, pour le développement aérien, les forces aériennes permettre d'améliorer les combats, donc notamment pour avoir des appareils qui ont de meilleures performances, qui peuvent fonctionner sans être détectés dans un environnement hostile. Bien sûr, donc, il est évident qu'il est nécessaire de disposer de ces équipements. Donc, bien sûr, ceci se fait dans le cadre de coalitions internationales parce que le système représente des grands défis par rapport à l'intégration militaire régionale. En termes d'attaque, donc les aspects offensifs sont différents aux effets de destruction massive par les attaques qui se faisaient autrefois aériennes dans le XXe siècle. Aujourd'hui, la puissance aérienne en forme massive est extrêmement coûteuse, mais elles ont également des capacités offertes par les nouvelles technologies, donc les non-détection, détecteurs améliorés, etc., les liaisons neuronales, donc qui permettent d'avoir de mieux travailler sur les cibles et la diffusion, donc pour mieux cibler les cibles et bien sûr avoir les meilleures prises de décision sur les premiers engagements sur des petites cibles mobiles. De plus, il donne de nouvelles options pour la diplomatie coercitive et qui permettent d'avoir mieux cibler des points individuels. Et ce développement conduit à une réduction significative des risques pour des troupes au sol ainsi que pour les civils. À la résultat, la puissance aérienne augmente l'utilité et est utile à des fins politiques et militaires. La mobilité aérienne, la vitesse et la portée et l'autonomie des forces aériennes permettent d'avoir plus de mobilité et pour bien sûr soutenir des troupes nationales ou alliées pour pouvoir déployer, soutenir et récupérer du personnel ou des équipements très rapidement et souvent à des distances significatives ou pour assurer du soutien humanitaire en raison de désastres, de catastrophes naturelles. La bonne qualité des avions cargo en bonne quantité donne bien sûr une mobilité aérienne, une capacité de mobilité aérienne qui va permettre d'assurer une forte portée d'activité aérienne. Commande et contrôle. Le commande et contrôle vous permet de développer tout le pouvoir aérien assuré par des systèmes de contrôle de communication d'ordinateurs et de systèmes d'information. Ceci est essentiel pour assurer le système contrôle centralisé, mais l'application décentralisée du pouvoir aérien. Et bien sûr, et ces méthodes sont favorables entre toutes les méthodes parce qu'elles permettent une flexibilité tactique, de réactivité, durabilité, interopérabilité, tout en assurant l'unité des forces au niveau opérationnel. Après la zone de la guerre froide, les régions de l'Europe et du Moyen-Orient sont confrontées à différentes crises. Et bien sûr, le pouvoir aérien et spatial fait en sorte que les forces peuvent être présentes partout et répondre à toutes les menaces et mettre en œuvre les environnements de sécurité dans le domaine commercial et le domaine de l'énergie également dans la zone méditerranéenne. La présence d'États multiples et de différents acteurs dans la région méditerranéenne, les interconnexions mondiales conduisant à l'évolution des menaces nécessitent la construction de partenariats puissants entre les États.
Et pour cette coopération implique bien sûr de meilleures collaborations entre les forces aériennes pour avoir une sécurité collective et bien sûr relever tous les défis. Le partage d'informations est essentiel. Les équipements, les procédures, les terminologies, la recherche et le développement, la coopération, les exercices conjoints, les alliances et les constructions de coalitions et la sécurité aérienne en régional permettent d'avoir des bonnes synergies et de vraiment traiter les questions les défis de sécurité et de stabilité en Méditerranée. Pour la coopération régionale, pour qu'elle soit efficace, ceci nécessite de la confiance, du respect mutuel et de l'engagement pour, bien sûr, respecter les règles du droit militaire, les droits de la guerre, pardon, et le respect de la souveraineté des pays, et par le vrai d'efforts diplomatiques. De plus, la coopération dans le domaine de l'air et de l'espace va main dans la main avec d'autres efforts pour maintenir la sécurité et la paix nationale qui en font une partie intégrale des protections et de la sécurité globale. Les idées sont importantes. Les plateformes aériennes et spatiales, les ressources avancées, la fusion des données et la mise en réseau, les capacités de guerre électronique avancées, les zones de combat collaboratifs doivent être mettre en place par la collaboration, l'adaptation et des systèmes de stratégie de la 5e génération. De la même manière, il y a la fondation radicale et critique pour nos activités, particulièrement lorsque l'on traite confronté à la 4e révolution industrielle, de la robotisation, numérisation, avec la télépilotage à distance, etc. Bien sûr, il faut maîtriser tous les concepts et bien sûr avoir des règles d'éthique et avec également des algorithmes. Donc, la puissance aérienne et spatiale, bien sûr, veut dire qu'il faut du bon personnel. Il faut recruter et conserver les meilleurs. Et donc, c'est un parcours essentiel. En conclusion, les forces aériennes helléniques, comme toutes les organisations militaires, continuent à s'adapter à des défis régionaux de sécurité pour maintenir la dissuasion contre les interférences et maintenir la stabilité dans la région, le bon niveau de technologie et la combinaison de moyens en nombre suffisant pour permettre aux politiciens d'assurer des capacités diplomatiques et d'avoir, bien sûr, un niveau tactique, politique et stratégique. La puissance aérienne et spatiale donne à nos décisionnaires politiques des capacités appropriées dans le temps et dans l'espace et pour éviter le développement de crises en Méditerranée. Ça peut également potentiellement réduire la nécessité de déployer des forces sur des échelles de temps par la mer ou par la terre, en minimisant ou en élevant les exigences de forces terrestres. Les forces aériennes et spatiales peuvent permettre de promouvoir, dans certaines circonstances, sa vitesse, sa mobilité et sa précision sont combinées pour en faire un élément attractif de l'instrument militaire d'une puissance nationale. En conclusion, la puissance aérienne et spatiale en Méditerranée est essentielle pour maintenir la stabilité, la sécurité régionale, la paix et la prospérité. Merci. Merci, Général. General. Tout d'abord, merci beaucoup, merci pour cette invitation devant cette éminente assemblée pour les rencontres stratégiques de la Méditerranée. And thank you also to give me the opportunity. Merci de me donner l'occasion de parler de la France et des forces alliées. Merci. Dit pour la vision de l'armée de l'air et de l'espace sur cette zone, que je développerai en 3 points. 1 sur la géographie, 2 sur les menaces en jeu, et puis 3, ce que fait l'armée de l'air et de l'espace sur cette zone. Alors évidemment, la géographie, je ne reviendrai pas sur ce carrefour multimillénaire, zone d'échanges commerciaux, culturels et politiques, mais pour un aviateur, cette région est centrée sur la mer, mais elle englobe également l'ensemble des 21 pays qui l'abordent, et donc la Méditerranée, pour un aviateur, s'envisage aussi dans la profondeur des pays riverains. Et je la décrirai plutôt par des temps de vol, plutôt que par des distances chiffrées. Ainsi, de France au Proche-Orient, il faut compter 5 à 6 heures de vol
Même si historiquement exploité par les navires aujourd'hui, on y trouve encore toutes les marines mondiales, on voit que l'aviation peut aussi protéger, dissuader ou entraver la manœuvre maritime dans cet espace aux enjeux importants. Donc voilà le regard de l'aviateur sur l'espace maritime méditerranéen. Les menaces et les enjeux, eh bien effectivement, c'est une région qui concentre beaucoup de menaces et d'enjeux pour la France. Évidemment, on a toutes ces tensions géopolitiques, et on le voit encore avec l'actualité récente. Les puissances extérieures à l'espace méditerranéen sont aussi présentes. Il y a la sécurisation des flux légaux et du trafic aérien à faire en particulier, la lutte contre les flux illégaux et puis le terrorisme un peu partout qui est maintenant dans toutes les sphères. Donc, que peut apporter l'armée de l'air, une puissance aérienne là-dedans? Alors, elle a des atouts, mais aussi des inconvénients. Alors, les atouts, eh bien, c'est l'allonge du vecteur aérien. Et je donnerai l'exemple de l'opération Hamilton, où un ensemble d'avions de chasse, de ravitailleurs et d'avions radars a décollé depuis la métropole jusqu'en Méditerranée orientale. Ensuite, elle a une capacité à être extrêmement réactive et on peut accéder en un temps record à toute la zone. Enfin, elle a une grande polyvalence avec la possibilité de renseigner, de surveiller de grandes zones. Et là, une petite parenthèse sur l'espace. Les moyens spatiaux permettent de faire beaucoup de choses, de plus en plus de choses. L'armée de l'air et de l'espace peut intervenir directement sur des foyers de tension, apporter des aides humanitaires ou des capacités d'évacuation et de ressortissants. En revanche, il y a des inconvénients, c'est la permanence. On ne peut pas faire rester durant de longs jours des moyens aériens. Nécessite, même si on peut depuis la métropole faire beaucoup de choses, c'est quand même une lourde manœuvre et ça nécessite d'avoir des points d'appui à peu près répartis tout autour de la Méditerranée. Et donc, mais pour montrer que ce ne sont pas que des mots, donc il y a des actions régulières qui sont effectuées. Dans le cas des opérations, eh bien, l'armée de l'air, dans l'opération Chamal, a une base en Jordanie et avec des Rafales qui opèrent régulièrement au-dessus de la Méditerranée. Il y a des missions de réassurance en Méditerranée orientale pour les opérations Eunomia, Anaximandre, d'ailleurs qui sont faites en partenariat, en intégration avec la Marine nationale. Beaucoup d'exercices de préparation opérationnelle. Je pense notamment les exercices qu'on veut faire entre Corse et Sardaigne sur ces grandes zones d'espace d'entraînement, également tous les entraînements en Espagne. On pratique de plus en plus ce qu'on appelle les déploiements rapides. La notion américaine c'est ACE, Agile Combat Employment, et l'acronyme français c'est MORAN, mise en œuvre active de l'armée de l'air et de l'espace, où on essaie de se déployer très rapidement avec une toute petite empreinte logistique pour montrer en fait la maniabilité de l'arme aérienne. Et puis, beaucoup de partenariats, de l'interopérabilité évidemment au sein de l'OTAN, mais aussi des partenariats dans le cadre des exports Rafale, et je pense notamment à l'armée de l'air égyptienne, et puis des capacités d'échange radar, donc il y a des échanges de données entre les radars pour permettre de voir, d'anticiper toute menace et mieux contrôler ce qui arrive sur l'espace aérien national. Donc voilà un petit peu quelle est la vision d'un aviateur sur cet espace très maritime. Merci. Avec la Grèce aussi, d'ailleurs. Je parle du partenariat Rafale. Je vais poser une question sur la conflictualité. I will switch in English. Je vais passer en anglais, peut-être pour que ce soit plus facile. Dans la région globale, finalement, nous avons deux guerres en cours actuellement, l'une en Ukraine et l'autre en Palestine, comme on le sait tous et toutes. Elles sont totalement différentes en termes de combat air-air et combat aérien. Bon, dans la guerre Israël-Hamas, je dirais que c'est une guerre asymétrique classique, sans opposition aérienne, de défense aérienne, mais une vraie question sur les dommages collatéraux. Un des points clés lorsque l'on utilise les forces aériennes. Et il y a la guerre de l'information aussi qui a été également très importante dans ce conflit. Et l'autre
l'autre terrain, c'est la guerre d'Ukraine qui est tout à fait différente et qui représente justement une guerre à haute intensité, avec dans ce cas une réelle opposition et des difficultés à assurer la domination aérienne. Je crois que c'est un gros problème pour l'aviation. Tout à fait différent ici. Alors, quelle est votre analyse de ces deux situations opérationnelles sur le plan militaire, évidemment, quelles sont les conséquences lorsque vous concevez, par exemple, l'aviation du futur? Et est-ce que vous pensez que la mission de votre aviation va changer à l'avenir en raison de ces changements techniques et opérationnels? Peut-être qu'on pourrait commencer à l'envers. Bien, merci Amiral. La question n'est pas facile. D'abord, en fait, ces deux conflits sont très complémentaires dans l'emploi de l'arme aérienne. Alors, je rappelle un petit peu quand même sur un conflit asymétrique. Tout d'abord, c'est pas un conflit moins dangereux et plus facile à gagner. C'est une confrontation entre une armée régulière et des combattants armés, moins lourdement, mais usant de stratégies hybrides et évitant le combat direct et utilisant diverses tactiques. Donc il y a quand même tout un art dans ce combat-là. La France a été confrontée à ce genre d'opération, notamment en Afghanistan et plus récemment au Sahel. Et d'ailleurs, cela représente l'essentiel de nos opérations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce conflit asymétrique, c'est d'abord on a une liberté d'action aérienne. Donc l'espace aérien n'est pas contesté et on peut dérouler les missions sans entrave, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision, d'avoir une pression temporelle moins forte. Du coup, on a la capacité à développer un renseignement très précis. Et d'ailleurs, ce renseignement, il est extrêmement important car il doit permettre de détecter un ennemi très fugace. Et donc, on a vu, notamment avec le Sahel, les opérations Sahel, c'est un véritable game changer avec l'arrivée du Reaper qui a vraiment changé, permanence en vol, observation très précise, et donc frappe extrêmement précise, chirurgicale, d'autant plus aisée que le Reaper était là depuis plusieurs heures sur place. Donc c'est voilà. Mais j'arrête là la comparaison avec la bande de Gaza parce que dans le Sahel, il n'y a pas du tout la même densité de population que la bande de Gaza. Et donc, ce sont des challenges qui sont complètement différents. Et on voit, mais il est quand même primordial de pouvoir identifier et discriminer les cibles et puis de trouver l'opportunité de frapper pour minimiser les dommages collatéraux. Donc il y a un vrai travail très important du renseignement, du recoupement des renseignements. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça nous fait progresser aussi vers ce qu'on pense du conflit symétrique et tel qu'on le voit en Ukraine. Alors là, conflit haute intensité, eh bien, on voit Ukraine-Russie, ce qui s'affrontent dans une guerre de position. Il n'y a pas de supériorité aérienne. Et donc, aucun des belligérants n'a pu l'acquérir parce qu'il y a une très grosse, forte densité de systèmes solaires redoutables à très longue portée. Et on pense aussi parce qu'il y a eu une mauvaise intégration entre le milieu terrestre et le milieu aéronautique pour multiplier les forces des deux milieux dans le cadre de l'offensive. Donc, ce conflit haute intensité, eh bien, passe par finalement. Quand on voit, ça nous confirme notre entraînement, les choix qu'on avait faits, il y a un volet offensif. Il faut pouvoir percer des défenses sur surface air qui sont de plus en plus complexes, multicouches et à très longue portée. Et donc avec un intérêt très particulier sur la mission qu'on appelle SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, qui demande des tactiques particulières, un entraînement particulier, du matériel particulier, des armements particuliers. Et puis ensuite, eh bien, il faut maintenir cette supériorité et tout ce qu'on fait dans l'attaque des systèmes de commandement ennemis. Donc ça, c'est assez classique.
Et puis, il y a aussi ce volet, quand on est dans un conflit symétrique, il faut savoir se défendre. Et donc, c'est notamment, on voit le renouveau de la défense solaire, des missiles solaires, qui sont vraiment extrêmement importants et qu'on avait, nous, en tout cas en France, un petit peu abandonnés. Donc voilà comment je vois ces deux conflits, les deux parallèles, et comment ils sont très complémentaires, et comment l'un et l'autre aident à être performant dans l'autre, et vice-versa. Merci, mon général. Général Georgakopoulos. Well, I have to add a little more things because. Ajouter quelques points, mais je pense que tout ce que mon collègue. Ah, j'ai pas le son. Ah oui. Je voudrais simplement ajouter quelques points. Bon, mon collègue, je pense qu'il a une vue très holistique, hein, en fait, sur les situations. Dans notre aviation, nous n'avons pas... nous ne connaissons pas les conflits comme ceux de Gaza. Gaza, c'est une occasion tout à fait particulière parce qu'il y a un contexte urbain, donc c'est très particulier, très spécifique, et ce qui implique l'obtention d'informations vraiment précises pour éviter les dommages collatéraux. C'est une guerre psychologique, guerre de l'information, etc. Et nous pensons que notre environnement est vraiment très différent d'un environnement comme celui-là. Pour la guerre Ukraine-Russie, c'est différent. Personne n'a la supériorité aérienne. On pense qu'après près de 2 ans, il y a très peu de progrès d'un côté comme de l'autre, très peu d'avancées pour plusieurs raisons, je le crois. D'abord, une très bonne défense avec les missiles solaires, les systèmes intégrés, par exemple. Et il n'y a pas une flotte d'avions importante en Ukraine. Mon pays, du fait de... vis-à-vis de ces deux guerres différentes, bon, pour ce qui est des leçons apprises, nous pensons que on est bien positionné, nos équipements, modernisés, les F-16, les Rafale missiles, par exemple, très sophistiqués, beaucoup de missiles solaires. Je crois qu'on est très bien préparé pour un conflit conventionnel. Donc, pour assurer notre supériorité dans notre région. Mais la situation de Gaza, vraiment, est totalement différente dans la guerre Israël-Hamas. Mais bon, on ne se concentre pas là-dessus, sur ce type de combat. Nous, on n'est pas très concernés. Bon, évidemment, avec l'OTAN et nos collègues européens, évidemment, on s'intéresse aussi à ce genre de conflit. Merci beaucoup, Général Argeri. J'aime du fait qu'on a beaucoup commenté toutes ces questions. On a parlé des complémentarités sur le point de vue d'un aviateur, d'un pilote. Donc, je pense que c'est très tôt, en fait, dans le temps, pour arriver avec une bonne analyse. On n'a pas toutes les données. Je pense on a beaucoup à apprendre, surtout au niveau de Gaza dans les mois et les années à venir. Moi, je commencerai avec 3 choses qui ne paraîtront pas connectées avec tout cela, en vous disant de ce que l'on fait dans l'aviation italienne. Alors, ce qu'on a fait le 22 février de l'année dernière, nous avons fait une mission pour l'OTAN en Roumanie et Soudan. C'était un engagement de l'aviation italienne, qui est un des grands contributeurs de l'OTAN. Donc, on fait des opérations toute l'année pour l'OTAN. Soudain, nos équipages ont été confrontés à un environnement totalement différent. Quelques milles nautiques, il y avait un conflit. Et donc,
On a doublé, en quelques jours, on a doublé le nombre de plateformes d'avions qui volaient pour l'OTAN en Roumanie, au-dessus de la Roumanie, et donc dans l'espace aérien roumanien. On le fait encore en Pologne et en Lituanie. On a continué à le faire. On continue à le faire. Et en même temps, le 22 février, donc nous survolions, et ceci répond peut-être une des questions que je lis sur l'écran. Nous survolions en patrouille, en assurant une surveillance maritime dans la partie sud de la Méditerranée pour le suivi des migrations et la sécurité des migrations. On fait ça 24 heures sur 24. Et en même temps, encore, on parle de la Méditerranée, l'un de nos officiers qui conduisait une mission de coopération en Libye. Donc, pour assurer la coopération de sécurité, pour essayer d'amener plus de stabilité dans ce contexte des migrations. En même temps, nous avons fait voler des prédateurs, des tankers du Koweït au-dessus de l'Irak, et ça, on le fait depuis les 20 ans presque. Et avant la guerre en Irak, et ensuite avec les opérations anti-Daesh. Et on tend à oublier cela, mais Daesh, gouvernait sur un énorme territoire en Irak et en Syrie il y a à peine quelques années. Et donc, on était intervenu là-bas aussi. Et tout ceci se produit avec les conflits que l'on connaît, dont on vient de parler. Alors, qu'en est-il pour les questions? Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Gaza, par rapport à l'Ukraine? D'abord, on a parlé de la supériorité aérienne. Je vais y revenir. Ce qui nous a permis, dans les forces aériennes représentées ici, en quelques jours, ce qui nous a permis en quelques jours, et j'aime bien entendre parler d'heures de vol et tout ça, mais en quelques jours, comment on a fait pour faire en sorte qu'on mobilise des centaines d'avions de la Baltique aux frontières sud. Donc, c'est quelque chose qui est standard. En fait, c'est quelque chose on s'entraîne ensemble au sein de l'OTAN depuis près de 75 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très normal. On a fait des choses comme ce qui est arrivé, par exemple, en mars dernier. N'arrive pas simplement par hasard. Ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de formation, la coopération, et il nous faut des normes, des standards. Le fait d'avoir des normes de l'OTAN pour ce qui est des communications, pour les commandements, pour le langage qu'on utilise, et le fait qu'on s'entraîne sans arrêt en permanence, c'est ce qui permet à une telle force sous la coordination de l'OTAN, elle lui permet d'être pertinent, d'être crédible et d'arriver à vraiment mettre ce qu'il faut. Et ceci s'est produit l'année dernière. En quelques jours, on a pu mobiliser toutes ces forces. Et donc, les standards, ça, c'est quelque chose d'important. Et la préparation, être prêt. Et ça a un coût. Alors qu'on parle de nos équipages, par exemple, ont un certain degré de force qui sont prêtes, qui sont formées, qui sont disponibles, prêtes à l'emploi, où et quand on en a besoin. Et ça a un coût. Ça a un coût. On n'obtient pas cela. On n'a pas justement ce niveau de préparation comme ça en claquant des doigts. Donc, mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup. C'est quelque chose qu'on voit pas. C'est comme l'air. On ne se rend pas compte qu'on a besoin d'air jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer. Et ça, c'est le défi lorsqu'on parle de sécurité. Quand on parle de sécurité, maintenant, on ne sait pas jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et lorsqu'on en a besoin, on a besoin de gens qui ont été formés pendant des années et qui sont capables de mettre cette force sur la table immédiatement, sans délai. Pour ce qui est de la partie supériorité aérienne, alors ça c'est en lien avec l'avenir aussi. Alors l'Ukraine, le conflit en Ukraine,
Eh bien, on va étudier cela pendant des décennies à venir. Mais il y a quelque chose qui est un enseignement, finalement, qu'on tire et qu'on va continuer à l'apprendre. Je pense que ça va être la même chose. La mission de supériorité aérienne est critique pour avoir un succès dans la guerre moderne. Donc, je pense que je ne peux pas synthétiser plus. On l'a pu le constater dans les 10 dernières années, dans les conflits que l'Occident, dans lesquels l'Occident est impliqué. Et la supériorité aérienne est essentielle. Et encore une fois, l'Ukraine nous montre que on peut voir que sans supériorité aérienne, on voit ce qui se passe lorsque aucun des côtés des belligérants ne contrôle l'espace aérien. Donc, c'est très brutal parce que ça se passe au sol, c'est brutal pour les populations civiles, etc. Et la supériorité aérienne vous donne cette sécurité. Donc, j'aimerais citer les généraux militaires lorsque je parle de supériorité militaire. Si vous me permettez, si vous me donnez quelques instants, j'en arrive à la fin, mais j'aime bien le Field Marshal Montgomery. Si nous perdons la guerre aérienne, nous perdons la guerre. Et nous la perdrons rapidement. Edwin Rommel, donc général romain, allemand, très connu, Rommel, il prévoyait que les batailles futures sur le sol seraient précédées par des combats aériens. Et on a pu le voir, on l'a vu, on travaille là-dessus, on se prépare avec nos collègues dans la marine et dans l'armée de terre, etc., et dans l'espace. Et enfin, Hans Guderian, le théoricien de l'emploi. C'est le premier qui, dans les années 30, est arrivé avec les blindés, pardon, qui a justement travaillé sur ces questions pour les interventions aériennes pour protéger justement les forces au sol. Et il y a quelqu'un des forces armées américaines qui dit qu'aucun soldat occidental a été tué par des forces aériennes depuis la guerre de Corée. Et donc, si on regarde les opérations Daesh, par exemple, c'était un peu différent parce qu'il y avait des choses en commun, comme je l'ai indiqué plus tôt, mais je pense que c'est ce qu'on peut vraiment, c'est à ce à quoi on peut réfléchir lorsqu'on parle de supériorité aérienne. De toute évidence, Gaza, c'est un combat. Je pense qu'on a déjà eu ce genre de conflit avec Daesh, des défis qui sont comparables avec la complexité de l'environnement urbain, par exemple, mais les défis sont à peu près les mêmes lorsque l'on se bat contre un ennemi des forces irrégulières. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps à mes collègues. Merci, Général. Thank you. Actually, my colleagues... En fait, je n'ai plus grand-chose à ajouter par rapport à ce conflit, mais j'ajouterais que Gaza étant très proche de l'Égypte, comme vous savez, c'est à la ligne de frontière avec l'Égypte, ça partage une ligne de frontière avec l'Égypte. Gaza maintenant est confronté à des circonstances tragiques. Il n'y a pas de point d'entrée pour faire passer les soutiens humanitaires, excepte à la frontière entre l'Égypte et la Palestine. Et bien entendu, c'est une zone urbaine, beaucoup d'écoles, d'hôpitaux qui ont été endommagés. Ils sont donc confrontés à des temps très durs. La population de Palestine est confrontée à des temps très durs. Gaza, Hamas, maintenant, la guerre en Ukraine, ce sont des agressions. Elles doivent s'arrêter. Une agression ne se termine jamais avec quoi que ce soit de positif sur le terrain. Dans les deux conflits, il est essentiel qu'ils viennent à leur terme et que l'on restaure la paix dans ces deux régions. Merci. J'ai une question qui comprend beaucoup des questions là, mais
la technologie et, les mélanges de technologies au niveau opérationnel. Deux outils qui sont maintenant sur la table et utilisés en lien avec les forces aériennes et particulièrement en articulation entre les forces aériennes et les outils, bien sûr, qui sont l'espace. Bien sûr, l'espace, c'est soit l'espace extérieur ou l'espace transphérique. Comment cela change-t-il la façon dont vous faites votre travail? Comment envisagez-vous de l'utiliser aujourd'hui et comment allez-vous l'utiliser plus tard? Peut-être la question sur le SCAF qui a été mentionnée ici, savoir la prochaine génération d'aéronefs, donc comment est-ce qu'ils vont être en interaction? Qui veut... Je ne parlerai que des gros drones, pas des mini-drones, hein, parce qu'effectivement, pour moi, un mini-drone, par exemple une munition rôdeuse, ça ressemble plus à un missile qu'à un drone. Donc dans les drones, en fait, nous, on connaît assez bien des drones tels le Reaper, et donc persistance et discrétion du drone, réactivité et puissance de feu. Donc il y a ce drone-là, donc on voit très bien comment on l'utilise. Hein, ça permet des stratégies, notamment en milieu permissif, hein, en combat asymétrique. Et puis il y a ce qu'on est en train d'inventer, de découvrir pour le SCAF, qui sera accompagné, en fait, on appelle les remote carriers, un compagnon drone pour remplacer un équipier piloté. Et donc là, on en est vraiment au début du concept. Hein. On apprend. D'ailleurs, le programme SCAF est un programme itératif avec de longues périodes pour étudier les nouveaux concepts. Et donc, on est en train, dans le SCAF, de comprendre et d'inventer la campagne aérienne du futur. Donc ce sera un mélange d'aéronefs pilotés et d'aéronefs non pilotés. On imagine bien que ceux qui sont non pilotés pourront aller dans les zones les plus dangereuses, aller le plus profondément possible chez l'ennemi. Après, je ne peux pas vous dire combien il y aura de pilotés et combien il y aura de non pilotés, ça dépendra des missions. Et puis, en revanche, l'enjeu très fort qu'il y a derrière tout ça, c'est tout ce qui est l'interconnexion. Et donc, on voit apparaître des enjeux où il faut que tous ces aéronefs, qu'ils soient pilotés ou non, soient interconnectés entre eux, puissent échanger beaucoup de données, mais pas trop non plus, parce que sinon ça sature tout l'espace électromagnétique. Donc il faut, eh bien, on pense à l'intelligence artificielle, il faut trier, faire une préanalyse déjà pour ne passer que ce qui est pertinent. Donc il y a un vrai... En fait, l'arrivée de ces drones change complètement la configuration de la campagne aérienne et puis a des répercussions profondes, y compris dans les technologies, des technologies qui étaient annexes jusqu'à présent et qui deviennent principales, hein, avec cette interconnexion, et donc qui nous permettent aussi d'aller beaucoup plus loin dans l'accélération de la boucle OODA, observation, orientation, décision, action. À partir du moment où tout le monde est en lien en direct, eh bien, on peut faire tourner cette boucle de plus en plus rapidement. Donc voilà cette partie drone. Un petit mot sur l'espace. L'espace, alors il y a l'espace exo-atmosphérique et puis il y a tout ce qui se passe entre 20 km et 100 km d'altitude. On l'a vu avec l'actualité, le ballon chinois. Tout d'un coup, bien tiens, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas assez d'air pour qu'un aéronef normal tienne, mais on peut quand même y faire des choses. Donc, eh bien là, on étudie, déjà il faut détecter, identifier, et puis savoir réagir en fonction, et puis à partir de là aussi savoir utiliser. Et donc on envisage des constellations ou de ballons ou de drones à très, très longue envergure et très légers qui pourraient être finalement un peu comme des constellations de satellites mais low cost. Hein, voilà. Et puis évidemment il y a tout l'espace. Alors l'espace on voit toujours comme que fournit l'espace au profit du milieu maritime, du milieu terrestre ou du milieu aéronautique.
aéronautique, oui, des images, du renseignement, des communications, etc. Mais il faut aussi se poser la question que ce que les autres milieux peuvent apporter au milieu spatial parce qu'il s'y déroule une vraie guerre. Et donc, dans le cas de l'arme aérienne, eh bien, est-ce qu'il faut aller bombarder des centres de lancement, des centres de guidage de satellites, faire du brouillage, etc., au profit de l'espace. Donc voilà comment rentre l'équation spatiale et l'équation drone dans l'évolution du concept aérien. Merci, mon général. Is there anybody who wants to take the floor on this question? Qui souhaite reprendre sur ces questions, UAVs, espace? Concernant l'espace, nous utilisons l'espace pour l'information, le renseignement et la communication. Concernant les UAVs, il y a les larges, hein, les grands et les petits. Concernant les gros drones, nous les utilisons à des fins de renseignement, de reconnaissance. Mais nous savons tous que lorsque l'environnement hostile est équipé, donc ces drones sont extrêmement vulnérables. Donc après le temps de paix, les temps de conflit, je pense que ils participeront à la défense aérienne. Tous ces éléments seront... En cas de conflit, ces éléments pourraient être abattus très rapidement. Il est important de voir que les petits drones peuvent changer, faire évoluer les choses aujourd'hui. La réponse à cela, c'est d'abord, il faut de la flexibilité dans les capacités de projection, des forces. Il y a beaucoup de bases aériennes dans lesquelles il faut assurer une certaine discrétion. Donc c'est un environnement tactique, comme vous le savez, et un certain niveau stratégique ou tactique qui donne des solutions comme on l'a vu dans le dernier conflit en Ukraine. Tout est complexe et le futur nous montrera que la manière dont les forces aériennes vont opérer vont changer beaucoup. Merci. Je vais revenir pour avoir commandé une unité de Reaper pendant quelques années pour parler des drones et du futur, tel que la 6e génération. On va l'appeler la 6e génération. Hein, donc, on ne traite pas une plateforme spécifique. De toute évidence, je vais essayer de l'approcher d'un angle différent. On a beaucoup parlé de la technologie, du matériel, mais de toute évidence, il faut pousser, bien sûr, pour les propositions technologiques, pour obtenir et maintenir la domination aérienne. Et ça nous ramène à ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire que il faut une domination de l'information. Les drones et leur persistance permettent de remplir un espace qui était historique dans l'application de leur puissance, à savoir la persistance, l'endurance. On peut aller très rapidement, en quelques heures, pour couvrir tous les angles de la Méditerranée et en quelques jours, chaque partie du globe. Mais la persistance est toujours, bien sûr, la limite. Donc, qu'est-ce que les drones apportent à la table? Ils apportent la persistance, bien sûr, l'endurance ou l'autonomie, si vous voulez, avec la technologie. Ce sont des outils qui nous permettent d'améliorer nos capacités de domination de l'espace d'information, ce qui est essentiel aujourd'hui, que ce soit pour les guerres symétriques ou asymétriques. Pour les conflits symétriques ou asymétriques, ça couvre tout le théâtre. Mais je voudrais me focaliser sur quelque chose d'un peu différent, sur la dimension humaine également, la formation nécessaire. Bien sûr, les aviateurs du futur. Nous employons déjà, en tant qu'une force aérienne crédible, nous employons la 5e génération que nous employons depuis 6-7 ans. On a été les premiers à l'OTAN à avoir des patrouilles de combat aérien avec Mais comme notre collègue grec nous l'a dit, il faut permettre à vos propres forces aériennes d'augmenter, de monter
d'avoir sur la 5e génération, on commençait à réfléchir même à la 6e génération. Ce n'est pas simplement une plateforme, ceci, ça revient aux êtres humains et comment vous formez depuis les écoles militaires, les écoles, voilà, et les exercices et bien sûr, le réel contre le virtuel, comment on crée des environnements et on y travaille. Et donc, l'autre aspect que l'on fait comme actuellement, la formation d'un environnement synthétique avec d'entités synthétiques, avec de vraies plateformes et des simulateurs. Tout ceci dans le même scénario. Donc, ça, c'est la direction que l'on essaie de suivre pour préparer nos hommes et femmes à mieux travailler dans cet environnement complexe. Quelques mots sur l'espace. L'espace, bien sûr, c'est l'extension nationale du domaine aérien classique. C'est sans limite, quelle que soit la frontière physique ou théorique. En tant que force aérienne, lorsqu'on regarde l'espace, on voit quelque chose qu'il faut surveiller. Le ballon chinois, vous avez parlé des ballons aériens chinois, par exemple, des dirigeables chinois. Les activités augmentent à la fois en altitude, de la stratosphère et l'espace. Donc c'est un espace que nous devons défendre. Ce n'est pas... Il est évident que même au sein de l'OTAN, nos efforts permettent d'élaborer une doctrine de commandement de l'espace. Et donc, c'est un espace qu'il faut défendre, et on ne le fait pas seul. Personne ne peut le faire seul. Ceci nous ramène au point de la coopération, à l'élément de coopération. Dans l'espace, la coopération on veut une coopération très active avec la France et avec d'autres partenaires dans le monde, particulièrement pour la surveillance, hein, bien sûr, pour être bien informé de ce qui se passe, hein, bien sûr, et bien sûr être informé. Donc, il y a les citoyens au sol et les avoir en espace et nos équipements dans l'espace. Et il faut être là pour défendre tout ce que nous possédons. Merci. Comme vous le savez, nous avons du terrorisme dans la péninsule de Sinaï qui a commencé en 2013, des actes de terrorisme. Et bien sûr, ces drones non pilotés sont importants pour cette lutte contre le terrorisme. Et ils peuvent patrouiller toutes les zones, toute la nuit, toute la journée à faible coût, simplement pour surveiller, suivre et guider une autre arme aérienne donc pour attaquer ces terroristes. Donc, de plus, nous avons, comme mon ami le général vient de le dire auparavant, nous avons des systèmes d'homme à homme, hein, donc entre les aéronefs pilotés et les véhicules non pilotés. Nous portons attention à ces technologies et nous avançons pour mettre en œuvre dans cette direction. En ce qui concerne l'espace, nous avons commencé également à avancer dans cette direction, dans cette dimension. Pas de grandes étapes, mais nous sommes au début. Nous espérons que nous pourrons ajouter l'espace dans notre domaine de défense aérienne ou dans mais nous avons fait les premiers pas et nous allons dans cette direction. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Vous, en tant que pilote, vous pouvez lire. Bon, mais une question spécifique qui n'est pas étonnante concernant les deux pays qui sont en Méditerranée orientale, à savoir et bien sûr, la tension entre la Grèce et la Turquie, comme vous savez, sur l'espace aérien de la mer Égée. Pouvez-vous en parler, particulièrement la question sur qui a la supériorité aérienne? Est-ce que le Rafale vous donne un avantage, une supériorité? Quel type? Quel est le niveau de tension? Est-ce qu'il augmente actuellement ou est-ce qu'il diminue? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, donc ce qui est clé pour votre pays?
En ce qui concerne la supériorité, le théâtre aérien de la mer Égée, comme vous savez historiquement, c'est une mer qui appartient à la Grèce. Comme vous le savez, la mer Égée est un archipel comme ce sont les Italiens qui ont donné ce nom à... Il y a de nombreuses îles, petites, moyennes, grandes, et certaines, comme la Crète par exemple. Le problème, c'est que nos voisins, parfois, ne respectent pas le droit international et ils ne respectent pas les droits de la navigation. Il y a beaucoup de points quotidiennement des actions qui ne sont pas des actions de bon voisinage. Concernant les tensions, le mois dernier, les tensions ont diminué. Je pense donc que la situation désormais est meilleure qu'il y a quelques mois, mais c'est quelque chose qu'il faudra envisager dans le futur, voir si ça se stabilise ou si la situation va s'aggraver. Concernant le Rafale, les forces aériennes helléniques disposent d'armements sophistiqués, de formation notamment, et nous avons choisi les équipements, le matériel nécessaire. Nous savons qu'il y a un certain nombre de contraintes et il faut faire très très attention. Au cours des dernières années, il y a eu une crise économique, comme nous le savons, pendant 10 ans à peu près, en Grèce, mais après cela, les choses se sont améliorées pour nos équipements en termes de maintenance. Nous avons un grand programme de modernisation pour nos forces aériennes tout d'abord. Il s'agit de la modernisation de nos F-16. Nous avons 135 F-16 et 85 deviennent la version Viper, c'est-à-dire donc avec des équipements, avec des radars électroniques. C'est un aéronef extrêmement capable. Je suis pilote de F-16. Je connais toutes l'historique du F-16, de toutes les inventions des générations et des versions. Nous avions des aéronefs français tels que le Mirage 2000 et c'était un appareil extrêmement puissant également, capable. Je ne dis pas ceci parce que je suis en France ici, mais tout simplement parce que j'en suis convaincu. Les aéronefs français sont extrêmement sophistiqués, capables, et ils sont de bonne taille. Et oui, je pense que le Rafale va changer les choses. C'est pour deux raisons. La première, c'est que il a un radar d'une grande sophistication et qui donne un niveau de conscience de la situation pour le pilote qui est très important, de compréhension de la situation qui est importante. Et nous combinons ce radar avec des missiles. Et ces deux types de missiles sont extrêmement puissants. Il y a également l'Exocet, le Scalp, qui est une arme stratégique. Et l'ensemble de ces armements font que nos forces aériennes sont tout à fait ont un haut potentiel de défense. Nous comptons à peu près 250 pilotes
de classe 15-16 Rafale, Mirage, et nous allons F-16 et nous n'avons pas autant d'aéronefs que nos amis italiens, mais nous allons avoir 20 nouveaux aéronefs dans une brève période. Et donc, encore une fois, nous travaillons beaucoup à la formation parce que il faut faire une formation avancée, comme vous le savez, et on ne peut pas avoir un environnement avec des menaces sans de gérer un environnement menacé sans une bonne formation de vos pilotes et de vos personnels. Donc, on ne peut pas le faire sur des environnements synthétiques. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Très bien répondu, merci, Général. Une question sur l'organisation de défense aérienne égyptienne. Si je mélange plusieurs questions en lien à la crise autour de votre pays, à proximité de votre pays, au sud, à l'est, pardon, où il y a le Soudan, Israël, Palestine. Est-ce que ceci change les choses dans la façon dont vous surveillez vos frontières et votre espace aérien et la manière dont vous fonctionnez? Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation extrêmement... nous avons des anciennes frontières. À l'est, nous avons le conflit israélo-palestinien. Il y a la mer Rouge, qui est, comme vous savez, une zone tendue. Au sud, il y a le Soudan, pardon, excusez-moi. Vous savez, c'est un vieux conflit maintenant entre l'armée et des conflits armés au Soudan entre factions. Et à l'ouest, nous avons la Libye également. Et nous avons également une ligne côtière avec l'Ukraine. Hein. Donc, il faut vraiment... il y a près de 1000 kilomètres de... on doit suivre, bien sûr, il faut suivre tout ceci en permanence. Donc, nous avons une autre obligation. Comme je vous l'ai dit, nous sommes la frontière entre Gaza et l'Égypte. Donc, comme vous savez, donc tout le soutien médical, humanitaire, etc., va à Gaza par le poste de Rafah, la station frontière de Rafah. Donc, bien sûr, il y a une zone également proche de Rafah, de Hadishia, et donc on essaie de faire rentrer des aides dans la bande de Gaza. Donc, nous avons également des risques d'attaque éventuellement, de risques de roquettes lancées depuis le Yémen, depuis les bandes factieuses au Yémen, donc ceux qui utilisent le sol. Nous devons suivre nous avons toutes ces menaces autour de l'Égypte. Merci à tous. Nous avons vu que l'espace, les Air Force sont derrière et donc sont clés pour me suivre et pour stabiliser cette zone de trouble. Nous avons maintenant une meilleure vision de ce qui pourrait se passer dans le futur avec les nouvelles technologies, les nouveaux outils et les nouveaux éléments et ces intégrations de ces équipements et matériels pour remplir vos missions. Merci beaucoup, messieurs, et merci. De votre participation.